Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre grand-mère a donné naissance à des livres sur les enfants qui ont fait beaucoup de petits. Vous assurez aujourd'hui la relève d'une aventure familiale qui n'a visiblement pas fini de faire d'autres petits dans les librairies. Bonjour Clémence Pernoud. Bonjour. Alors, vous êtes la petite-fille de Laurence Pernoud, dont le nom est archi connu dans le monde entier à travers ses livres « J'attends un enfant, j'élève mon enfant ». Vous publiez les éditions 2025 en assurant la relève. On va l'évoquer bien sûr, mais on va évoquer Laurence Pernoud qui est quelque chose d'extraordinaire dans l'édition et qu'on connaît peu parce qu'elle parlait peu. C'était votre grand-mère. Tout à fait. Elle était, c'est vrai, assez réservée, timide, de premier abord, parce qu'une fois qu'on la connaissait, elle était plutôt bavarde et plutôt très à l'aise. Mais c'est vrai qu'elle avait elle se protégeait, je pense, et c'était un petit bout de femme, toute petite, comme ça, toute discrète. Alors, on connaît son nom, on ne connaît pas son parcours. Donc, j'attends un enfant, j'élève mon enfant. Une nouvelle édition sort chez Albin Michel cette année. On va en parler, bien sûr. Mais on va évoquer aussi cette femme dont on va entendre la voix. Peu, mais par exemple, quand on parle de faire assister les enfants à l'accouchement, là, je dis non. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est plutôt pour satisfaire le désir des parents. Elle avait vraiment un caractère et elle savait ce qu'elle voulait. Alors, on va évoquer ce parcours à travers des dates clés. Et la première date clé que j'ai trouvée, c'est le 27 mai 1972. Finalement, c'est sa première télé. Sa première télé à la Foire nationale du livre au format de poche à Strasbourg. Et là, elle est avec une femme. C'est un grand hôtel, Maison Rouge. Et elle explique à une femme ce que peut être la maternité et la naissance des enfants. Je ne sais pas si vous connaissez cette séquence. Je sais pas, peut-être. Elle est très sérieuse. Cette lectrice lui parle de problème de l'écriture des enfants. Elle écoute, mais vraiment avec attention, car c'était vraiment chaque personne comptait pour elle. Absolument. J'ai un très très fort souvenir dans mon enfance de la voir passer des heures et des heures à lire et à répondre au courrier des lectrices. C'était vraiment fondamental pour elle d'être proche d'elle et de répondre à chacune de ces lettres. Oui, surtout que cette dame-là était assez critique sur le problème des enfants et de l'écriture. Et il faut rabâcher sans arrêt. Et elle lui répondait avec une gentillesse étonnante. Et ce qui est étonnant, c'est que juste après elle, dans la séquence, elle leur dit bonjour, il y a Peyo et Franquin, les créateurs des Schtroumpfs et de Gaston, qui discutent. C'est vraiment un autre côté enfantin. Alors, on sait peu de choses sur votre grand-mère, donc Laurence Pernoud, qui s'appelait au départ Georgette Zoé Laurence Secrétan. Tout à fait. Elle est née en Suisse, je crois. Elle est née en Suisse et alors elle s'est toujours appelée Georgette parce que figurez-vous qu'elle n'a pas officiellement changé de prénom. Donc moi je me souviens, je ne sais plus quel âge j'avais, mais voir un jour arriver un courrier à Georgette et je me dis mais c'est qui cette Georgette ? Eh ben c'était tout simplement Laurence qui n'avait pas officiellement changé de prénom. Elle est née, je crois, un peu avant l'armistice de 1918, mais dans un pays en paix, en Suisse, à Lausanne. Oui, tout à fait. Parce que je crois que son père était suisse. Son père était suisse. En fait, alors elle avait un mélange assez incroyable parce elle était à moitié suisse et à moitié grecque. Donc, des origines tout à fait différentes. Et ce qui faisait qu'elle avait à la fois quelque chose de très droit, très strict, très suisse et à la fois une espèce de folie un peu comme ça, grecque. Son père s'appelait Philippe André Secrétan, je crois. Sa mère, Catherine Perrotis. C'est ça. Et je crois que son père avait une profession assez particulière. Il était écrivain, mais aussi réassureur. Oh, alors là, vous en savez plus que moi, je dois vous l'avouer. C'est assez étonnant. Oui. Et je crois que c'est une famille bourgeoise, cultivée, donc elle a vraiment appris la vie dans cette famille. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand elle me parlait de ses parents, elle me parlait d'un père très strict, mais qui à la fois lui avait donné des valeurs et quelque chose de très fondamental qui avait fait sa personnalité aussi riche et curieuse de tout un tas de choses. Oui, et avec son père, elle avait découvert, Laurence Pernoud, les milieux politiques et médiatiques déjà. Oui. Parce que je crois qu'ils fréquentaient ces gens-là. Probablement, oui. Alors, il y a aussi un grand-père, je ne sais pas si vous le savez, Édouard Secrétan, qui est mort juste avant sa naissance et qui a été un des hommes importants de la presse en Suisse, puisqu'il a fondé la Gazette de Lausanne et l'association de la presse suisse. Tout à fait, et il y a d'ailleurs une statue à son effigie à Lausanne. Donc, il y avait une voie journalistique ouverte pour Laurence Pernoud. Oui. Et c'est vrai qu'elle avait envie de faire ça. Je crois qu'elle arrive à Paris à 10 ans. Au départ, elle fait des études de lettres, Laurence Pernoud. Alors, elle avait un rêve secret qui était d'être chanteuse d'opéra. C'était vraiment sa passion la plus folle, mais elle n'a jamais réussi à vaincre son trac. Donc effectivement, elle a fait des études de lettres. Oui. Et ensuite des études de droit aussi un petit peu. Tout à fait.
D'ailleurs, je l'ai rejoint plus tard et j'ai fait moi-même des études de droit. Et qu'est-ce qu'elle voulait faire à l'époque? Je vous dis, elle voulait absolument être, être chanteuse. Ça marchait pas. Finalement, elle est partie aux États-Unis comme jeune fille au pair. Et c'est là où elle a trouvé du travail. Tout à fait. Je crois qu'elle a trouvé du travail. Elle a trouvé du travail et un mari. Oui. Et le travail, c'était l'agence Unité de Presse. C'était une des plus grosses agences des États-Unis. Il y avait, je crois, 369 journaux américains qui étaient abonnés. Et ça a été aussi une pionnière de la radio. Elle est rentrée comme rédactrice. Oui. Oui, et puis alors après tout est allé assez vite parce que donc elle est rentrée, elle a rencontré son futur mari. En fait, il y a eu une espèce d'explosion de sa vie, je pense, quand elle est partie aux États-Unis. Elle vous parlait des États-Unis, de ce travail aux États-Unis? Pas tellement. Elle me parlait plutôt de sa vie actuelle, en fait. Parce que c'était une époque bénie, c'était les débuts de la radio, c'était la TSF, et elle a fait partie, je crois, en écrivant des textes qui ont été repris à la radio, elle a fait partie des pionnières de la radio. Oui, et puis en fait, elle me parlait pas tant de son travail à New York, mais plutôt de sa vie, parce que c'était assez incroyable, si vous voulez. Elle vivait un rêve, et je me souviens qu'elle m'avait dit qu'elle avait rencontré Audrey Hepburn. Enfin voilà, c'était le rêve. Les grandes stars de Broadway qu'elle connaissait, parce qu'elle les rencontrait, elle les interviewait. Absolument. Et il n'y a aucune trace de ça, j'ai cherché, il n'y a aucune trace de ses écrits, parce qu'à l'époque, c'était anonyme. Oui, et puis je pense que c'était pas comme aujourd'hui, où tout est partout, il y a des traces de tout. Ça, c'était une autre époque. Alors, son mari, c'est Georges Pernou, rien à voir, je crois que c'est l'oncle de Georges Pernou, tout à fait. Ouais. Et le parrain. Alors, possiblement, vous me l'apprenez aussi, décidément, j'apprends plein de choses. Et c'est vrai que on connaît Thalassa, Georges Pernou, mais le mari de Laurence Pernou s'appelait Georges Pernou. Tout à aussi. fait. Ouais. C'est un hasard, c'est un destin? Bon, je sais pas. Ils étaient beaucoup de frères et sœurs, Georges Pernou, et ils avaient, oui, il y a plusieurs prénoms qu'on retrouve. Donc, et puis c'était son parrain. Donc c'était une époque où on donnait aussi facilement le nom du parrain. Alors comment ils se rencontrent aux États-Unis? Il se rencontre parce que il est journaliste aussi. Je crois qu'il est journaliste. Bah oui, tout à fait. Lui, il travaillait pour Paris Match New York. Exactement. Et il rencontre Laurence Pernou. Ça va être la grande histoire d'amour de sa vie. Absolument. Je crois qu'il y a eu un genre de coup de foudre. Oui, alors il faut savoir à l'époque que Paris Match était un journal très particulier. Il avait été repris après la guerre. C'est un journal sportif pendant la guerre, mais le titre avait été repris parce qu'il n'y avait pas eu de problème avec les Allemands. Jean Prouvost l'a lancé. Et je crois que l'époque où Georges Pernou a travaillé à Paris Match, c'était une époque totalement folle. On arrivait au bureau à midi, les frais étaient illimités, on avait des belles voitures, des paparazzis. Je ne sais pas si elle vous a raconté tout ça. Alors moi j'ai des grands souvenirs de photos. Il y avait des photos sublimes chez ma grand-mère, effectivement, de bureaux. On aurait dit des films des années 50, on aurait dit des films de Minelli, où il y avait tous ces hommes très chics qui fument. Et il y avait effectivement, on voit dans ces photos une ambiance assez incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivaient au bureau à midi, ils allaient immédiatement au café d'à côté faire la réunion de rédaction jusqu'à 14h, et ils travaillaient jusqu'à 1h du matin. Et je crois qu'effectivement, la photo était l'essentiel dans Paris Match. Ah bah oui, le poids des mots, le choc des photos. Oui, mais vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire, et ça comptait plus que tout. C'est-à-dire que Jean Prouvost a imposé quelque chose. Et Georges Pernou était rédacteur en chef, je crois, à New York et ensuite à Paris. Tout à fait, oui. Et il s'occupait un petit peu de tout. Et là aussi, je ne sais pas si elle vous en a parlé, c'était une vie de rêve pour un journaliste. Oui, alors c'est pareil. Moi, j'ai évidemment pas connu mon grand-père, oui. Parce qu'il est parti très tôt. Donc, elle était assez pudique, finalement. C'est vrai qu'ils n'en parlaient pas beaucoup. En même temps, il y a une chose extraordinaire à Paris Match. Un jour, Pierre Galland, qui était un journaliste, marié à Olivia de Havilland, autre star hollywoodienne, arrive en 55 à Cannes pour le festival de Cannes. Il doit faire un reportage avec Grace Kelly. Il cherche un sujet et il dit on va aller à Monaco. Ils sont allés à Monaco rencontrer le prince de Monaco qui était en retard mais qui est venu juste à temps. On connaît la suite. Ça fait partie des histoires. Alors, mais ce qui comptait à l'époque pour notre grand-mère Laurence Pernou, Clémence Pernou, c'était d'être maman. Elle avait envie de devenir mère. Absolument. Ah oui, ça faisait partie d'elle. C'était vraiment quelque chose qu'elle avait en elle, le fait de devenir maman. Et donc, par chance pour moi, elle est tombée enceinte de mon papa en 1953. Et lui est arrivé en 54. Et c'est là que l'idée des livres est venue toute seule. Parce qu'elle se posait plein de questions au départ. Comme toutes les mamans quand on est enceinte. Sauf qu'à l'époque, il y avait
pas du tout d'informations. Les seuls moyens d'avoir des informations, c'était d'aller voir son médecin, ou alors il y avait du bouche à oreille entre femmes et on se disait un peu des choses, mais autrement, il n'y avait rien. Il faut se dire qu'il n'y avait pas un seul livre qui expliquait aux mamans ce qui allait se passer dans leur corps. Mais on imagine mal cette époque aujourd'hui, c'est hallucinant. Ah bah ça paraît impensable. De se dire, voilà, il y a un être qui va vivre en soi et on va accoucher et on ne sait pas comment ça va se passer. Ça paraît vraiment inimaginable et donc, en fait, elle puisque c'était son métier d'aller chercher l'information et de la donner aux autres, bah, tout simplement, elle l'a fait pour ce sujet crucial de la maternité. Mais personne n'avait eu l'idée avant elle. On ne saura pas, mais en tout cas, elle a eu l'audace, elle a eu l'idée et l'audace de le faire. Ce qui n'était pas évident, parce qu'elle ne pensait pas au départ que ça donnerait ça, de toute façon. Je sais pas, mais en tout cas, elle l'a fait. Et en plus de ça, non seulement elle a eu l'idée et la possibilité, l'audace, le courage de le faire, et elle a tout de suite compris qu'il fallait le faire et le refaire, le mettre à jour, parce que c'était évident que en fait, ce sont des sujets qui évoluent en permanence avec les changements de société, les découvertes de la science, de la médecine, etc. Donc, elle a eu elle a été doublement visionnaire puisqu'elle l'a fait et mis à jour ensuite. Eh bien justement, on va reparler de tout ça à travers une autre date importante qui est le 11 décembre 1956. A tout de suite sur Sud Radio avec Clémence Pernoud pour parler aussi de Laurence Pernoud et de votre actualité. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Clémence Pernoud, petite fille de Laurence Pernoud, célèbre pour des livres qu'on évoque bien sûr. Donc on expliquera tout à l'heure comment vous avez repris le flambeau pour l'édition 2025 chez Albin Michel de J'attends un enfant et j'élève mon enfant. Mais on revient à une date importante dans la vie de votre grand-mère Laurence Pernoud, le 11 décembre 1956. Ce jour-là, l'Académie de médecine décerne ses prix annuels et Laurence Pernoud reçoit un prix pour J'attends un enfant. Et je crois que ça a été l'un des grands bonheurs de sa vie. Ben oui, parce que c'est une reconnaissance incroyable. C'est-à-dire qu'elle qui a voulu donner accès aux femmes à l'information, et l'accès à l'information médicale, d'être reconnue par l'Académie de médecine, forcément, c'est valider, et puis c'est reconnaître aussi qu'il y avait ce besoin auquel elle a répondu. Il faut savoir que l'Académie royale de médecine, ça a été créé par Louis XVIII, c'est-à-dire qu'il voulait répondre aux demandes du public et défendre la santé publique, les épidémies et les maladies particulières. Et ensuite, c'est après une expansion qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est la reconnaissance des médecins pour une femme qui n'est pas médecin, c'est exceptionnel. Oui, mais en fait, c'est vrai qu'elle était un peu leur alliée parce qu'elle a aidé forcément la médecine. Puisqu'elle donnait l'information aux femmes, elle donnait aussi aux femmes le pouvoir d'être en meilleure santé, puisqu'en fait toutes ces informations, il fallait les avoir pour vivre au mieux sa grossesse et donc être en bonne santé. Alors, Laurence Pernoud donc commence son travail. Elle n'imagine pas que ça va durer 4 ans au départ pour préparer le premier livre. Non, elle devait certainement pas imaginer, parce qu'en fait, c'est comme dans tout travail de recherche, on pense plus on avance et plus on découvre qu'il va falloir aller encore plus loin. Et en même temps, voilà, elle a sorti ce premier ouvrage et puis elle a continué à travailler. Ça s'est pas arrêté au bout de 4 ans. C'est-à-dire que systématiquement, elle a été encore plus loin chaque année. Alors, les 4 premières années, il faut savoir qu'elle a commencé par faire des enquêtes. Il n'y avait pas Internet à l'époque, des enquêtes auprès des femmes qui se posaient des questions. Elle en a vu beaucoup dans toute la France, je crois. Oui, et parce que c'était vraiment important pour elle de répondre, d'être au plus près des besoins des parents, et c'est dans ce sens-là que ça c'est un intérêt qu'elle a gardé toute sa vie, parce que il y avait ensuite le courrier des lecteurs. Enfin, vraiment, c'était le contact avec les parents, c'était ce qui était primordial pour elle pour rester au plus près de leurs besoins, et c'était une vraie réussite, je pense. Oui, mais il fallait en plus les trouver, ces femmes, dans toute la France. Il fallait chercher. C'était pas évident. Il n'y avait pas les communications d'aujourd'hui. Ah bah non, mais comme tout, c'est vrai que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on l'imagine il y a 70 ans, tout était très différent. Mais je suis pas étonnée, parce que elle avait une force, elle avait une telle passion aussi, que quand on a une telle passion, finalement, déployer des montagnes comme ça paraît pas si incroyable. Non. Alors, dans les années 50, les familles, j'ai un peu regardé, sont composées de 4 enfants. Il y a même 10 enfants dans certaines familles. Les hommes travaillent plus de 10 heures par jour. Les enfants peuvent travailler dès 14 ans. Et les femmes sont les mères au foyer et qui s'occupent uniquement des enfants et de la maison. Oui, c'est une autre époque. Et c'était pas son modèle, parce qu'elle travaillait, je peux vous dire, plus de 10 heures par jour. Oui, j'imagine. Alors, il y avait aussi la télévision. La télévision ne parlait
parlait pas de ce sujet. Il y avait juste une émission médicale d'Igor Barrère qui s'appelait Les Médicales pour promouvoir la médecine, qui était la première émission de télévision, mais il y avait rien à côté. Là non plus, elle n'avait pas d'informations. Ben non, mais vraiment, j'essaye de m'imaginer, depuis quelque temps, j'essaye de m'imaginer ce que ça devait être, de tomber enceinte et de n'avoir aucune idée, et ça me paraît effrayant. Donc vraiment, je comprends qu'elle ait ressenti ce besoin absolu. Alors, dans l'une des rares interviews que j'ai trouvées où elle évoque ce sujet, les questions que les femmes se posent à cette époque-là, c'est est-ce que mon enfant sera normal et comment se passe la grossesse. C'était les deux sujets évidents qui étaient les points de départ. Après, il fallait chercher d'autres choses. Oui, alors d'ailleurs, je remarque qu'on se pose toujours les mêmes questions. Sauf qu'aujourd'hui, on a beaucoup de moyens d'avoir des réponses. Mais finalement, je pense que quand on voit le test positif, on se pose à peu près les mêmes questions. Alors, elle traitait des thèmes scientifiques, psychologiques et familiaux. Et bien sûr, elle posait des questions, elle cherchait les réponses et elle allait voir des médecins. Car tous ces livres, les livres de Laurence Pernoud, ont été vérifiés par des médecins. Ah oui, plus que vérifié. C'est-à-dire que son travail, c'était de s'entourer d'un collège d'experts, d'aller identifier les médecins qui voudraient bien travailler avec elle, parce que je pense que ça ne devait pas être si facile. Je pense qu'au début, il devait y avoir un peu de réticence. Bien sûr, elle n'était pas médecin. Ben voilà. Mais elle a trouvé, par chance, elle a trouvé les gens qui voulaient bien collaborer avec elle. Et ils ont fait plus que vérifier. C'est-à-dire que littéralement, ils ont construit ensemble les choses pour que tout ce qui tout ce qui est écrit dans les livres vienne soit de la parole scientifique. Et je crois qu'elle a fait relire chaque ligne de ses livres par des médecins. Évidemment, il n'était pas question qu'elle publie un livre qui disait des choses qui n'étaient pas vraies. Et effectivement, les médecins étaient étonnés parce que personne n'avait jamais posé ces questions. Mais oui, parce que les médecins, je pense, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ils ont des manuels scientifiques, ils ont des livres très scientifiques, mais qui ne sont pas du tout destinés au grand public. Et donc, pour eux, c'était quelque chose de très nouveau, finalement, la vulgarisation, d'une certaine manière. Elle vous en parlait de ses recherches, Clémence Pernoud? Je la voyais. Elle me parlait plus, forcément parce que j'étais enfant, donc elle me parlait des choses qui à moi me parlaient à cet âge-là, c'est-à-dire qu'elle me partageait beaucoup les photos, les illustrations, tout ce travail-là, et le courrier des lectrices, encore une fois, qui était très important pour elle. Mais par ailleurs, je la voyais à son bureau avec des piles de documents de partout, et puis je la voyais. Alors j'ai eu la chance de rencontrer aussi certains des professeurs avec qui elle travaillait. Je pense au professeur Brazelton, qui était un grand pédiatre américain qui a fait un travail incroyable, qui est très reconnu. Et lui, par exemple, j'ai eu la chance de le rencontrer, de pouvoir échanger avec lui, même si j'étais toute petite. Et donc je voyais, non seulement elle me racontait, mais je voyais son travail. Et même le travail des médecins, les médecins avaient confiance en Laurence Pernoud. Ah bah oui, parce que comme elle avait été la première à faire ce travail-là, et qu'elle a tout de suite continué, et elle a pas juste fait un petit travail comme ça, elle a fait un travail de fond incroyable, et elle-même a re-questionné tous les ans son travail, en le mettant à jour, c'est-à-dire qu'elle admettait que peut-être elle avait dit des choses qui avaient déjà évolué, donc c'était comme un travail de recherche qui se re-questionne. Et donc ça, forcément, ça ne peut être que admiré. Enfin, je veux dire, ça ne peut être que respecté par les gens qui ont vu tout de suite le sérieux de sa démarche. Alors, elle a travaillé pendant 4 ans. Il fallait encore trouver un éditeur, ce qui n'était pas évident. Et je crois qu'elle a trouvé Pierre Auret, qui avait créé l'édition du Flore, et qui était un éditeur hors norme, éclectique. Tout à fait, et c'est vrai qu'elle a beaucoup travaillé avec les éditions Auret, et toute sa vie, ça a été une grande rencontre. Mais il a pris son livre, il vous a raconté comment il a pris son livre, ou c'est resté quelque chose de confidentiel? Alors ça, je ne sais pas. Est-ce qu'apparemment, il a été le premier à en croire, alors que personne ne croyait en ce livre à l'époque? C'est évident. Puisqu'il n'y en avait pas, c'est pas évident aussi de se dire... Elle avait eu le courage, mais encore fallait-il effectivement aller trouver les personnes qui allaient avoir le courage de la suivre. Et je veux bien vous croire qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient pris l'aventure en marche. Et à la sortie, elle ne fait qu'une émission, c'est pas les médias d'aujourd'hui, qui s'appelle Rendez-vous à 5h sur la chaîne parisienne. Et elle dit, le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen pour déterminer le sexe du fœtus. Et elle énumère une série de préjugés à bâtir quand l'état de grossesse est avancé. Oui, alors oui, il y avait beaucoup de mystères à l'époque dans la grossesse. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qu'on découvrait à la naissance. Heureusement, enfin pas heureux, je sais pas, mais aujourd'hui les choses ont beaucoup changé.
Et il se trouve aussi que le livre est un succès immédiat, mais d'un triomphe que personne n'imaginait, à commencer par Laurence Pernoud. Mais tout simplement parce qu'il répondait à un besoin criant. Et je l'imagine tellement. Moi, si j'étais tombée enceinte et qu'il n'y avait rien, j'aurais été perdue. Donc, évidemment, elle répondait à un tel besoin. Donc, je ne suis pas du tout étonnée que ça ait eu du succès immédiatement. Mais ça a été une folie. C'était le grand livre de l'année. Et il y a eu des éditions particulières. J'ai vu une édition recommandée par Marie-Claire avec une préface de Georges Duhamel, qui était écrivain et médecin. Je ne sais pas si vous la connaissez. J'ai dû la voir parce que c'est vrai qu'on avait pas mal de belles éditions et il y avait beaucoup de choses. On avait aussi, à un moment donné, toutes les éditions traduites dans 40 langues, je crois, peut-être même plus. 40 langues et 70 éditions en français. Eh oui, parce que non seulement ça a été un grand succès en France, mais en fait, à l'étranger, il n'y avait pas non plus ce genre d'ouvrage. Donc, forcément, dès qu'il est apparu, il a aussi répondu à un besoin à l'étranger. Et il y a quand même quelqu'un qui a compté aussi à ce moment-là, qui l'a encouragé à travailler. Voici sa voix. J'ai toujours eu le goût d'avoir une vie partagée avec Robert Debré, père de Michel Debré, grand-père de Jean-Louis Debré, qui a rassuré votre grand-mère en disant: vous n'êtes pas médecin, c'est pas grave, mais vous êtes maman, c'est l'essentiel pour écrire ce livre. Bah oui, et il avait tout dit, parce que c'est encore une fois, c'était une maman qui s'adressait aux parents. Et le professeur Debré a été très important pour elle. Elle vous en a parlé? Pas tellement, mais je me souviens, pas à moi, mais je me souviens de l'avoir entendu en parler dans des discussions en famille. Ouais. Voilà. Et puis elle disait: si j'avais été médecin, je n'aurais pas écrit le même livre. Mais exactement, c'est tout à fait ça. C'est qu'elle avait à cœur d'être une maman qui parle aux mamans et de leur tenir la main et de les rassurer et d'avoir précisément pas un discours médical mais un discours d'entre-soi et oui, d'empathie avec les mamans. Et ça a donné des résultats étonnants. Et on va continuer à en parler à travers encore une autre date clé de Laurence Pernoud, donc de vous, Clémence Pernoud, le 2 avril 1993. A tout de suite sur Sud Radio avec Clémence Pernoud pour évoquer Laurence Pernoud. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Clémence Pernoud. Vous avez pris la relève de Laurence Pernoud qui avait publié J'élève mon enfant, j'attends un enfant et réciproquement. De nouvelles éditions sortent chez Albin Michel, on va les évoquer dans quelques instants. Mais on en revient justement à la carrière de Laurence Pernoud, votre grand-mère. Et j'ai trouvé une date étonnante parce que c'est un salon pour l'enfance le 2 avril 1993 à Caen, qui est sur le thème de J'attends un enfant et j'élève mon enfant. Laurence Pernoud est là et elle évoque le problème des enfants qui ne mangent pas. Il ne faut pas les forcer à manger. Elle préside ensuite un défilé d'enfants sur un podium. Ah oui. Oui. Et c'est vrai que ça a été aussi J'élève un enfant, ça a été la suite, mais ça a été une suite qu'elle n'a pas voulu faire au début. Non, parce que elle n'avait pas. Disons qu'au début, elle était vraiment sur J'attends un enfant et c'était le premier projet qui répondait à ce besoin. Et puis finalement, les années passant, elle s'est rendue compte qu'il y avait aussi ce besoin d'aller soutenir les parents dans les premières années de vie de l'enfant. Mais c'est venu dans un second temps. Oui, c'est venu, je crois, 9 ans après. Elle a longuement hésité parce que d'abord, il y avait beaucoup de travail avec le premier livre, car elle suivait tout. Ah bah oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est bombardé d'informations, donc on se rend pas compte à l'époque il fallait aller chercher chaque information et où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on d'où est-ce qu'on part. Donc c'était un travail titanesque. Ouais. Un travail titanesque, et en plus il y avait les traductions car les éditeurs ont débarqué à sa grande surprise. Ben oui, c'est ce qu'on disait. Ce besoin, il était de partout dans le monde. Donc effectivement, il y a eu ces livres et puis ils ont été traduits dans plein de pays. Et puis après, il y a eu des collections. Enfin, en fait, tout ça, ça a nourri beaucoup d'envie et elle est allée bien au-delà des livres. Ouais. En plus, elle a ouvert la voie à un genre qui n'existait pas dans l'édition. Aujourd'hui, des livres, il y en a partout. C'était pas le cas avant elle. Elle a donné des idées à d'autres. Absolument. Et alors ça, je pense que c'est une très bonne chose parce que donc elle a répondu à ce criant besoin d'information. Et encore une fois, la recherche appelle la recherche. Donc effectivement, maintenant, il y a beaucoup de livres et c'est très bien parce que ça veut dire que les gens vont toujours aller plus loin et se nourrir d'informations. C'est très positif. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le nom de Laurence Pernoud, tout le monde le connaît, mais elle a travaillé dans l'ombre sans jamais sacrifier au vedettariat, Clémence Pernoud.
Oui, parce que c'était une travailleuse, c'était vraiment une bosseuse. Elle, ce qui lui importait, c'était les livres, la qualité de ses livres, la qualité de ce qu'elle allait mettre dedans, et pas du tout effectivement d'être une vedette. Alors c'était aussi notre époque, hein, on n'était pas du tout starisé comme c'est l'époque aujourd'hui. Et donc non, vraiment, ce qui l'importait, c'était ses livres et le boulot, quoi. Et ces deux enfants, parce que je crois que le premier fils est né quand le premier livre est sorti. Pas tout à fait. Juste avant, et le second est né quand le livre est sorti. Exactement. Mon papa est né en 54 et mon oncle en 56, donc au moment de la sortie du livre. Ouais. Donc, et là aussi, elle consacrait beaucoup de temps à sa famille et à ses enfants. Oui, évidemment. En fait, tout allait de pair. Parce qu'en fait, forcément, c'est-à-dire qu'en même temps qu'elle écrivait les livres, elle élevait ses enfants. Donc ça allait très bien ensemble. Oui, en même temps, c'est un sujet qu'elle ne connaissait pas au départ. Elle n'avait pas fait d'études de médecine. Mais non, et comme tous les parents. Ça c'est un énorme constat qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'on fait des formations, on apprend un métier, on est assistant, on fait tout un tas de choses, et puis ensuite on accède au poste. Quand on tombe enceinte, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de poste d'assistant, on est tout de suite parent. Et donc, c'est en faisant précisément ce constat-là, en se rendant compte que tout d'un coup, elle allait être elle-même maman et qu'elle n'avait pas les formations en poche, qu'il fallait répondre à ça. Alors, elle s'est aussi organisée parce que j'attends un enfant, elle l'a fait avec des spécialistes, mais toute seule dans son coin, alors que j'élève mon enfant qu'elle a fait quelques années après, là, elle a travaillé avec une équipe. C'est-à-dire que comme elle avait eu la reconnaissance, on avait vu que le sérieux de son travail et de sa démarche et sa motivation à faire les choses vraiment très bien, ensuite, forcément, ça a été plus facile de réunir des gens plus aisément pour aller sur J'élève mon enfant. Ouais. Oui, et J'élève mon enfant, donc l'idée, c'était de 0 à 5 ans. C'est ça, oui. Parce que c'était un moment clé, et encore une fois, il n'y avait rien là-dessus. Ben non, il n'y avait rien, tout comme il n'y avait rien pour la grossesse, il n'y avait rien pour les premières années. Et ce sont des années, on le voit maintenant, alors maintenant on le sait très bien que ces années, on parle des 1000 premiers jours, on parle de tout un tas de concepts, ces années sont décisives pour tout être humain. C'est-à-dire que ça a aidé beaucoup de parents qui ne savaient pas trop comment élever leurs enfants. Ben oui, parce que je pense qu'on voyait le pédiatre pour les questions de santé vraiment très, très précises, mais il n'y avait pas de guide sur l'éducation. Et donc, l'école faisait un travail, mais entre-temps, il y avait tout un laps de temps où qu'est-ce qu'on fait avec son enfant ? Et le courrier qu'elle recevait, c'était des questions, c'était des compliments, c'était des interrogations ? C'était un peu tout. Je crois qu'il y avait beaucoup de questions parce que je me souviens qu'elle parlait aussi avec donc tous les collaborateurs avec qui elle travaillait pour écrire le livre. Elle les questionnait aussi en fonction des questions qu'elle recevait dans les courriers. Oui, car ça aidait en même temps à développer les livres. Exactement. Alors, J'élève mon enfant, tout est étudié, les moindres détails, c'est la vie quotidienne, les étapes du développement de l'enfant, sa santé, tout y passe. C'est-à-dire que chaque chose est importante. Et là aussi, il n'y avait pas d'informations à l'époque. Il fallait aller chercher. Oui, il fallait aller chercher, fallait se questionner sur tout ce qu'on fait avec l'enfant, et puis ça va de qu'est-ce qu'on met dans sa chambre à qu'est-ce qu'on lui donne à manger, comment il dort, enfin c'est infini les questions qu'on se pose quand on a un enfant. Voilà. Et puis il y a même le plus compliqué encore, ce sont les formalités administratives. Oui. Et d'ailleurs, alors c'est très intéressant de regarder les premières éditions parce qu'on se rend compte que les aides de l'État étaient quand même très travaillées à l'époque et même mieux que maintenant. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y avait des primes et puis des choses assez rigolotes. Par exemple, il y avait une prime quand on faisait un enfant avant 24 ans, on avait une prime qui était plus importante, et si on refaisait un enfant très vite dans les 2 ans, on avait encore une prime encore plus importante. Donc il y avait un vrai effort de l'État pour booster la natalité à l'époque. C'était le baby boom, on en avait besoin. Exactement. Bon, on ne parlait pas encore du congé parental. Ouf. Ouh là là, non. Et il y a aussi, vous évoquez ça dans ces livres-là, la déclaration d'état civil, qui était aussi quelque chose de particulier. Oui, et qui est toujours... Enfin, ça, ce sont des choses qui sont toujours dans les livres, parce que c'est toujours des questions, en fait, c'est des questions très importantes, mais auxquelles, à ce moment-là, on a un peu la tête ailleurs. Donc, c'est très important de les rappeler très facilement et d'avoir l'information en 2 secondes. Et elle avait commencé, évidemment, ce travail-là.
Alors, il se trouve qu'on ne pouvait pas à l'époque déposer n'importe quel prénom. Je me souviens de René Goscinny, sa fille Anne est née au lendemain 1968. Il a voulu déposer le prénom Anne Barricade. Ça a été refusé par l'officier d'état civil. Oui, alors pendant longtemps, c'était même restreint au prénom calendaire. Hein. Là, après, ça s'est ouvert. Et puis, mais aujourd'hui, il y a toujours des restrictions. Alors, Barricade, oui, effectivement, c'est intéressant. Alors, il y avait aussi, et vous évoquez ça dans toutes les éditions, le langage de l'enfant. Parce que finalement, la communication avec l'enfant, avec son langage, est très importante au début, Clémence Pernoud. Ah bah, elle est primordiale. En fait, toutes les premières rencontres avec l'enfant sont primordiales. Le premier langage de l'enfant, ce sont les pleurs. On peut pas considérer les pleurs de l'enfant comme des pleurs qui sont injustifiés. C'est vraiment sa manière de parler, c'est tout ce qu'il sait faire. Il sait regarder et il sait pleurer et c'est sa manière de nous dire des choses. Il y a les mots, il y a le mot poupe que vous évoquez dans chaque édition. À l'époque, on ne connaissait pas les mots d'enfant, on ne s'y intéressait pas. Oui, et on sait maintenant qu'il construit sa manière de parler en commençant avec des premières syllabes et puis en essayant des nouvelles syllabes. Et vraiment, c'est tout un cheminement comme ça qui est fascinant. Que votre grand-mère, Laurence Pernoud, a découvert en travaillant sur ses livres. Aujourd'hui, les enfants encore parlent de pestacle, de spectacle. C'est resté dans l'imagination collective. Oui, absolument. Alors, il y a aussi l'autorité de savoir dire non, que votre grand-mère était la première à évoquer dans ses livres, parce que ça, on n'en parlait pas. Non, alors je pense qu'encore une fois, on ne parlait pas de grand chose. L'éducation des enfants, ça se faisait un peu... il fallait un peu, disons, improviser. Et c'est vrai que donner un cadre aux enfants, c'est très important. Et on a tendance à mal voir le mot autorité, alors qu'en fait, donner un cadre, c'est vraiment ce qui rassure les enfants. Alors, il y a aussi des choses étonnantes dans ces livres-là. Un jour, elle a même utilisé la voix de la chanson, Laurence Pernoud, pour évoquer un sujet. Un enfant, ça vous décroche un rêve, ça le porte à ses Un enfant, lèvres. chanson de Brel peu connue, qui est présente dans les livres de Laurence Pernoud. Ah oui, je savais pas, mais je suis pas étonnée parce que c'était une grande mélomane. Voilà. Il se trouve que Brel avait une façon très particulière d'élever ses enfants. Il était à Bruxelles 3 jours par an, à peu près. Il fallait se taire parce qu'il se reposait. Et il surveillait les devoirs de ses 3 filles. Et quand il y avait une mauvaise note, il disait « Mais les filles, je connais un couvent en Alsace où vous travaillerez tranquillement pendant 3 ans. » Et oui, c'était une façon très particulière pour un père. L'éducation par la terreur, oui, c'est une autre façon de voir les choses. Alors j'élève un enfant est un succès, j'élève mon enfant, à tel point qu'elle va lancer des collections derrière. La femme au temps, plein de collections. Ça va devenir une industrie pratiquement. Bah, c'est-à-dire qu'elle était portée par encore une fois sa passion. Et je pense que le fait d'avoir commencé ses livres et qu'ils aient eu un tel succès, et son envie, en fait, elle avait une espèce de boulimie de travail comme ça quand elle a été lancée, et elle s'est dit mais en fait il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à dire. Et effectivement, elle a commencé cette collection La femme au temps d'eux, et notamment elle travaillait beaucoup avec sa belle sœur, ma grande tante Régine Pernoud, qui était une grande historienne, et elles ont fait ensemble pas mal de choses, et la femme au temps d'eux, c'était très inspiré par Régine. Ouais. Et puis en 1981, elle s'exprime dans une émission de télévision, Passez donc me voir, parce qu'elle sort un livre qui est un événement. Il ne fait pas bon être mère par les temps qui courent. Et ça aussi, ça a été quelque chose d'étonnant, parce que là aussi, elle a balayé des idées reçues, Laurence Pernoud. Bah oui, parce que en fait, c'était une grande féministe à cette époque-là, parce qu'elle se rendait compte, elle parlait de la condition des femmes, et qu'elle disait les choses. C'est-à-dire qu'elle disait, bah c'est pas facile. Oui, parce qu'à l'époque, le MLF était un petit mouvement dans une petite rue, dans un petit bureau, mais elle a été une pionnière du féminisme, Laurence Pernoud. Ah mais totalement, parce que en fait, la première chose, c'était qu'elle voulait redonner le pouvoir aux femmes. La première chose de ses livres, c'est de donner l'information, et donc de libérer les femmes du fait qu'elles ne savaient pas ce qui se passait dans leur corps. Donc leur donner cette information, c'était quand même extraordinaire, ça les libérait. Et puis ensuite, pour aller plus loin, voilà, il y a eu la femme au temps d'eux, qui était aussi une façon d'honorer les femmes et de les raconter. Et puis après, il ne fait pas bon être femme. C'était vraiment une manière de dire les choses. Ouais. Oui, et en même temps, dans ses livres, elle a proposé une formule soi-disant révolutionnaire à l'époque, qui est la semaine des 35 heures pour les mères de famille. Oui. À l'époque, ça a été un tollé contre elle. Bah oui, mais elle a eu le courage de le faire.
Et le MLF n'est pas mêlé, elle a été tranquille de ce côté-là. Non, elle a pu continuer son travail. Qu'est-ce qu'elle dirait dans le monde d'aujourd'hui, justement, par rapport aux femmes, Laurence Pernoud ? Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui ? Je pense que... Oh, vous me posez une colle. Je ne me suis pas vraiment posé la question. Ben, mais... c'est ce que je trouve qu'elle a tellement fait pour le féminisme, est-ce qu'elle serait heureuse aujourd'hui ? Je pense qu'elle dirait qu'on en demande beaucoup aux femmes. Oui. Voilà ce qu'elle dirait. Mais en tout cas, vous en donnez beaucoup, vous, à travers ces livres, qu'on va évoquer à travers la date de la sortie de la nouvelle édition, le 8 janvier 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec Clémence Pernoud. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Clémence Pernoud, petite fille de Laurence Pernoud. Alors on a évoqué son parcours avec J'élève mon enfant, j'attends mon enfant et tous les livres qu'elle a sortis. Et aujourd'hui, en 2025, vous assurez la relève avec les nouvelles éditions de J'attends un enfant, le livre référence de la maternité, J'élève mon enfant, le livre référence de la parentalité chez Albin Michel. Pourquoi aujourd'hui avoir assuré la relève, Clémence Pernoud ? Alors en fait, ça s'est fait un peu naturellement et comme une évidence. C'est-à-dire que donc moi je suis maman depuis pas très longtemps, depuis 3 ans. Et alors il y a 2 choses. C'est-à-dire que d'abord j'ai vécu avec ces livres. Ils ont toujours été dans ma vie. J'ai toujours été fascinée par ces livres. Je voyais ma grand-mère travailler. On l'a évoqué. Je voyais sa passion. Je voyais non seulement son travail, mais je voyais la ferveur autour et les courriers des mamans, tout ça. Je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de puissant dans ces livres-là. Et puis elle m'impliquait particulièrement. Donc je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'elle avait peut-être une idée derrière la tête. Elle vous impliquait de quelle manière ? Elle m'impliquait, c'est-à-dire qu'elle me montrait vraiment son travail. Elle me montrait ce qu'elle faisait, on choisissait les couvertures ensemble. Elle me parlait du courrier des lectrices, alors évidemment sans me dévoiler de choses indiscrètes, mais je voyais qu'elle aimait le partager tout simplement. En fait, c'était tellement fort pour elle cette passion qu'elle avait envie de le partager tout simplement. Surtout qu'il y avait des éditions nouvelles chaque année et qu'elles avaient autant de succès que les précédentes. Ben oui, parce que en fait, il fallait absolument répondre aux parents de maintenant. Donc les questions de maintenant, ce n'étaient pas celles d'il y a 2 ans. Donc c'était évident qu'il y allait avoir des nouvelles éditions et c'était un besoin, il fallait y répondre. Et donc oui, moi j'ai suivi ça et puis forcément, quand je suis devenue maman, alors d'abord j'ai utilisé les livres, je les ai lus, et ensuite, il y a eu, en fait, si vous voulez, dans les discussions avec l'éditeur, puisque nous, on a toujours été très proche de l'éditeur. Quand ma grand-mère est partie, il a toujours été très important pour nous, la famille, de rester proche des livres. Donc on est resté en contact très très étroit avec les éditeurs et moi dernièrement, sans m'en rendre compte, en fait je voyais que j'étais de plus en plus motivée dans les discussions et je prenais de plus en plus part aux discussions et en fait c'est devenu une évidence au cours d'une discussion avec l'éditeur. En disant maintenant c'est Laurence et Clémence Pernoud. Exactement. Mais elle ne vous en avait jamais parlé de son vivant ? Non, mais j'ai découvert, alors justement c'est drôle parce que j'ai découvert il y a peu de temps, j'ai eu un mail, on parlait des éditions Auray, j'ai reçu un mail de Sophie Auray il y a quelques jours qui me félicitait parce qu'elle avait découvert tout ça et elle me disait que effectivement dans son fort intérieur, ma grand-mère aurait beaucoup aimé ça. C'est fou, hein. Alors, vous êtes reparti pour une nouvelle édition avec Le Monde d'aujourd'hui. D'abord, il a fallu vous entourer d'une équipe et d'experts, parce que les experts ont changé aussi. Oui, absolument. Alors, les experts ont changé. Il y a les éditions, les livres, ils ont continué à être mis à jour. Donc, il y a des éditions 2024 dont le contenu est tout à fait juste. Et donc, il y a des experts avec qui j'ai continué à travailler. Je pense à Philippe Deruel, qui est un professeur en gynécologie remarquable, avec qui on a beaucoup retravaillé la partie sur l'accouchement. Je pense aussi à 2 pédiatres qui ont travaillé sur les éditions précédentes et on a continué aussi parce que vraiment notamment le professeur Alain de Broca, avec qui on a fait qui avait fait déjà un gros travail sur tout le développement de l'enfant et
et qu'on a encore approfondi cette année. Et puis, il y a eu des nouvelles personnes. Donc, j'ai fait appel à Léa Kourganov, qui est une sage-femme, avec qui on a aussi beaucoup retravaillé toute la préparation de l'accouchement et tout l'accouchement lui-même, et surtout le postpartum, qui faisait aussi partie des grands chantiers que je voulais revoir. Il y a aussi une consultante en lactation. En fait, ce qui est très important pour moi, c'est que les experts soient des professionnels en activité qui travaillent avec des patients, donc des parents d'aujourd'hui, parce que eux, ils voient les parents, ils les voient vivre leur parentalité, ils voient les enjeux, ils voient les questionnements, et donc eux sont à même de nous dire quels sont les besoins aujourd'hui. Oui, et les besoins des parents d'aujourd'hui sont très différents de ceux d'il y a 10, 20 ou 30 ans. Évidemment, puisque la société a changé, la médecine a changé, on a découvert des nouvelles choses. Il y a encore 10 ans, on disait qu'il fallait coucher les enfants sur le ventre. Maintenant, on sait que ça fait partie des risques de mort imminente inattendue du nourrisson. Donc, il y a des choses qui vont... Et on va continuer à faire des nouvelles découvertes. Mais là aussi, comme votre grand-mère, Clémence Pernoud, vous n'êtes pas médecin et vous vous êtes mis à ce travail. Exactement. Et en fait, j'ai fait un travail de recherche comme elle l'a fait. Et ce qui est important, en fait, et c'est comme dans tout, quand on travaille avec passion et qu'on n'a pas peur de travailler, de se retrousser les manches, tout est possible. Donc, si vous voulez, moi, j'ai fait un parcours universitaire, donc la recherche, c'est quelque chose que je savais faire. Donc, je suis allée voir ces experts, et on a travaillé d'arrache-pied, et j'ai continué le travail, et en fait, je commence déjà à travailler pour les éditions 2026. Et en fait, c'est sans fin, et c'est fascinant, hein, de toute façon. C'est sans fin, mais on ne sait jamais quel sujet évolue. Ce sont les experts qui vous disent, tiens, ça change, ou c'est vous qui instinctivement le savez? C'est les deux, parce qu'en fait, je me tiens au courant. Donc, je regarde, par exemple, il y a des choses qui sont très, très parlantes. Ce sont tous les congrès de médecins. Et ça permet de voir, en fait, ce vers quoi va la science et la recherche. Parce que eux, c'est de ça qu'ils échangent pendant les congrès. Donc ça fait partie des choses que je surveille. Mais je regarde aussi toutes les évolutions de la société, même les projets de loi, parce que tout ça, voilà, c'est un tout qui fait que petit à petit, on avance comme ça. Dans les nouvelles éditions. Oui, parce qu'en plus, aujourd'hui, il y a Internet, toutes les informations y sont, sauf qu'elles sont dans tous les sens et qu'il n'y a pas de synthèse. Et vos livres permettent de faire la synthèse. Exactement. Ben voilà, vous allez être mon chargé de communication, parce que c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai, on ne peut pas mieux le dire. C'est-à-dire qu'Internet, il y a tout. Et donc, il y a des choses remarquables, mais il y a aussi des choses moins intéressantes. Et donc, et même fausses, d'ailleurs. Et même fausses, absolument. Et même dangereuses. Donc, voilà, moi, ce que je fais, c'est que je réunis toutes les informations validées par les corps professionnels, donc les médecins, mais aussi la psychologie, la sociologie, enfin vraiment tout ce qui a fait ses preuves. Et ensuite, je les remets aux parents pour qu'eux, ils puissent faire leur chemin, leur propre chemin. Ce qui a changé aussi, Clémence Pernoud, c'est l'écriture, car aujourd'hui, on écrit de façon plus courte et l'empathie est beaucoup plus nécessaire. Absolument. Alors là, encore une fois, vous êtes un très bon chargé de communication, parce que l'empathie, ça fait partie vraiment des clés à plusieurs égards, parce que on est dans une époque qui peut être très culpabilisante, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions sur les parents. Voilà quelque chose que ma grand-mère aurait redit quand elle disait « il ne fait pas bon être mère par les temps qui courent ». Encore maintenant, il y a des choses, c'est très dur en fait d'être parent aujourd'hui, parce qu'il faut être un parent parfait, il faut réussir dans son travail, dans sa vie personnelle, il faut être accompli, il faut tout faire merveilleusement, parfaitement, alors qu'on sait que devenir parent, c'est quand même vraiment un challenge énorme, et tout d'un coup on a un petit être qui a besoin de tout, et on ne sait pas forcément comment faire. Donc il faut absolument rassurer les parents et faire preuve d'empathie pour eux, en leur disant ça va être bien, mais ça va aussi être difficile parfois, et vous inquiétez pas, ça va aller. Et pour rester sur l'empathie, ça fait aussi partie des clés dans l'éducation. L'empathie et observer son enfant, ce sont vraiment des clés de l'éducation qu'on sait aujourd'hui. Et puis il y a aussi la nourriture qui a évolué avec notre époque, c'est-à-dire les régimes ont évolué, on ne mange plus de la même façon, même pour les enfants. Oui, absolument. Alors ça, c'est un petit clin d'œil, mais dans les conseils, dans les premiers conseils du livre, il était indiqué de ne pas boire plus d'un verre de vin par jour pendant la grossesse. Oui. Parce que c'était l'état des recherches à l'époque. Effectivement, alors ça a énormément changé. Et cet exemple, il y en a des tas. Et l'alimentation a changé. On sait que
les perturbateurs endocriniens. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Enfin, la liste, forcément, est très longue. Et puis, il y a ces fameuses démarches administratives qui, elles aussi, ne cessent d'évoluer. Et là, c'est vraiment... C'est proche de Kafka, quelquefois. Ah bah là, c'est complètement Kafka. Et il y a quelqu'un qui fait un travail remarquable, une assistante sociale, parce qu'en fait, il faut s'y consacrer pleinement pour tout comprendre. Ouais, c'est costaud. Mais il y a quelqu'un qui fait le travail merveilleusement et ça nous permet ensuite... De préciser ça avec une grande clarté. Vous avez fait un cahier spécial dans chaque livre, ouais. J'attends un enfant, j'élève mon enfant, parce que c'était le seul moyen de s'y retrouver. Exactement, et ça s'appelle une boîte à outils. Alors, il y a aussi le problème du travail quand on est enceinte. Là aussi, ça a évolué. Bah oui, et alors ça, heureusement, ça a évolué. Il y a encore, on pourrait encore aller plus loin, évidemment. Et je pense notamment au congé maternité post-accouchement qui pourrait être encore plus long et ce serait pas mal. Mais oui, évidemment, les choses ont beaucoup changé et on peut adapter son cadre de travail. Et il y a beaucoup de choses à savoir et qu'on indique. Il y a même des sièges spéciaux pour les femmes enceintes dans les bureaux. Mais il y a par exemple un pays étonnant, les Pays-Bas, où ce genre de démarche n'existe pas. Par exemple, les femmes en cuisine qui travaillent dans les restaurants, il n'y a aucune protection pour elles actuellement dans ce pays. Oui. Donc, ça peut arriver. Oui, bien sûr. Il y a encore du boulot. Hein. Alors, il y a aussi l'éducation, le processus d'éducation, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus proche des enfants dans une société que jadis. Oui, et ça, moi, c'est quelque chose qui me réjouit, évidemment. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré les enfants dans leur statut d'enfant et il fallait qu'ils restent de leur côté et les adultes étaient de l'autre côté. Tout à fait. Voilà, tais-toi, reste, voilà, bonjour aux amis. Tais-toi, l'adulte parle. Ouais. Et bon, c'était comme ça, c'était la société. Heureusement, les choses évoluent et il y a des recherches incroyables sur le cerveau des enfants. On sait à quel point le cerveau d'un enfant, c'est incroyable. En fait, il se développe 1000 fois plus vite. En fait, ce qui est fascinant, c'est de se dire que pendant de nombreuses années, les premières années de vie, tout ce que fait l'enfant, c'est la première fois qu'il le fait. Et donc ça, c'est une espèce de... c'est fabuleux de se dire... Nous, après, on ne vit plus ça. Et donc, en fait, quand on se dit ça, eh ben, on ne met pas l'enfant plus bas à un statut d'enfant. Au contraire, il faudrait se dire, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer dans sa tête. Et puis, il y a une évolution que vous évoquez aussi, ce sont les tablettes et les médias. Car ça, il faut faire très attention, Clémence Pernaut. Bah oui, alors là, on touche un des points un peu difficiles de notre époque. C'est comment est-ce qu'on fait pour élever un enfant dans cette époque où les écrans sont partout. Et on sait, alors les études sont encore en cours parce que, bah oui, les enfants qu'on étudie, ils sont encore jeunes. Mais on sait que forcément, mettre un enfant devant un écran, c'est pas bon pour son cerveau. On le sait, un enfant, il a besoin d'attachement, il a besoin d'être avec son parent ou avec une autre figure et qui est du répondant parce que l'enfant apprend en imitant. Donc si en face de lui, il a un écran qui n'interagit pas avec lui, c'est pas bon. Mais il y en a de plus en plus, hein, en tout cas. Bah oui, il y en a de plus en plus, et ça fait partie encore des choses que je vais approfondir encore plus dans les prochaines éditions. C'est que là, je mets des gros panneaux d'alerte sur attention, le moins d'écran possible. Mais effectivement, je vais aller encore plus loin pour dire comment c'est bien de mettre des alertes, mais il faut savoir comment est-ce qu'on vit dans ce monde où les écrans sont omniprésents. Il y a plein de questions qui peuvent se poser. Bah oui, il y a plein de questions qui se posent et en plus elles se posent au quotidien et en plus on fait attention nous avec nos propres enfants, mais par exemple on monte dans le tram et tout le monde est sur son téléphone. Alors qu'est-ce que ça dit ça à l'enfant ? C'est-à-dire il y a son foyer et puis il y a aussi le monde extérieur et ça ce sont des défis très importants pour les parents. Ça veut dire de nouveaux livres en perspective et à chaque fois un travail de plus en plus important. C'est des mois de travail pour arriver à actualiser. Bah oui, mais c'est super. En même temps, vous avez un enfant, donc le modèle qu'il faut et ce qu'il faut pour suivre ses conseils et pour Exactement. Je fais exactement comme ma grand-mère, c'est-à-dire que je fais en même temps la théorie et la pratique. Mais non, en fait, moi, la maternité, je fais partie de ces gens que la maternité a totalement transformé. Vraiment, moi, devenir maman, ça a été quelque chose un tournant dans ma vie. Et donc, pour moi, c'est l'évidence même de mettre ces sujets-là au cœur de ma vie
Et puis, c'est un travail de recherche fascinant. Vraiment, encore une fois, tout ce qu'il y a à découvrir et aller questionner les médecins et parler ensemble. Parce qu'il y a des choses qui font pas polémique. Je veux dire, on parle de quel vaccin, quelle chose... qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce que la science découvre de nouveau. Mais il y a aussi des questions d'éducation où il y a des vrais échanges, des vrais enjeux, et c'est passionnant. En tout cas, ces livres sont passionnants, et je pense que celles et ceux qui nous écoutent, qu'elles soient maman, papa ou qui vont le devenir, ont intérêt à découvrir ces éditions 2025 mises à jour de J'attends un enfant et j'élève mon enfant chez Albin Michel. Et puis merci et puis bon courage pour continuer à assurer la relève de votre grand-mère Laurence Pernoud. Merci à vous. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.